Une question de Rémi Jablonski. Bonsoir Monsieur Asselineau. Comme vous avez une grande expérience en politique étrangère, j'aimerais avoir votre avis sur la politique américaine de Donald Trump, notamment en matière d'économie et d'emploi. J'aimerais savoir aussi ce que vous pensez du personnage. Merci beaucoup. Alors, c'est un vaste sujet parce que en matière d'économie et d'emploi, Trump, il essaye de faire ce qu'il peut. Il relance la machine américaine, il relance notamment la machine, le complexe militaro-industriel. Il y a un certain nombre, par exemple, les tirs de missiles qu'il a fait au Moyen-Orient, ça permet de passer de nouvelles commandes. On me dit qu'en ce moment, les fabrications de munitions tournent à plein aux États-Unis. Il est allé, rappelez-vous, en Arabie Saoudite pour obtenir un contrat, un méga contrat de je sais plus combien, quelque chose comme 350 milliards de dollars d'armement. Donc il met le paquet sur ces sujets, sur le complexe militaro-industriel, sur également des dépenses, comment dirais-je, en matière militaire. Donc ce que je disais. Le personnage Trump est un peu un mystère. Je pense que je suis comme tout le monde, hein, moi je n'ai pas la science infuse, mais je pense que d'abord c'est quelqu'un qui a un âge vénérable, et qui a fait fortune, c'est un multimilliardaire, c'est un homme d'affaires, quelqu'un qui a une telle réussite professionnelle, qui a réussi à mettre tellement d'argent dans son sac. C'est forcément quelqu'un qui est assez malin, qui est assez rusé. C'est quand même pas un crétin. Quelqu'un qui, de surcroît, est arrivé à être élu président des États-Unis en court-circuitant les grands appareils politiques et en s'imposant comme le candidat qui n'était pas attendu, en usant notamment de sa fortune personnelle et de la notoriété qu'il avait acquise dans les médias, c'est pas un imbécile. Voilà, ça c'est une chose qui est certaine, c'est forcément quelqu'un de rusé. Il me fait penser, il y a un proverbe chinois, encore un proverbe chinois, mais un proverbe chinois qui conseille il vaut mieux, qui conseille de passer souvent pour un imbécile, pour un crétin. Il me donne l'impression de vouloir systématiquement passer pour le type un petit peu à côté de la plaque. Je pense que parfois il n'a pas forcément beaucoup à se forcer parce que je pense quand même que le personnage est un petit peu fantasque. Mais, comme on dit aujourd'hui, il n'est pas que fantasque. Par exemple, ces affaires de messages Twitter. Je pense que c'est délirant, si on y réfléchit, qu'un chef de l'État passe son temps à envoyer des messages Twitter. Oui, mais je pense que Trump est dans une situation extrêmement difficile parce qu'il a en fait toute l'oligarchie américaine. Le complexe militaro-industriel, auquel je viens de le dire à l'instant, il donne des gages. Les lobbies divers et variés de nombreuses minorités agissantes aux États-Unis, les médias, les républicains, mainstream, les démocrates, il y a l'oligarchie financière, il a donc la haute administration des services de la communauté du renseignement, de la CIA, de la NSA, etc. Il a donc face à lui un conglomérat de ce que certains appelleraient l'État profond ou autre qui veulent l'éjecter, veulent lui imposer. Il y a des rumeurs qui ont circulé, comme quoi il aurait même pu être assassiné le jour de son inauguration. Il y a... voilà. C'est quelqu'un qui, à mon avis, sait qu'il se bat en terrain hostile. On est dans une situation incroyable quand on y réfléchit. Il sait qu'il a affaire contre lui à une grande partie de l'oligarchie. Et donc, il essaye, en tant que possible, il essaye de faire passer des messages par l'intermédiaire des messages Twitter notamment pour court-circuiter les médias qui lui veulent du mal. Et je pense que ça c'est une bonne analyse du personnage, j'espère. Et je pense qu'il est assez dissimulé. Voilà, je pense par exemple que vis-à-vis de la Russie, de temps en temps, il souffle le froid pour mieux souffler le chaud. Il envoie des missiles sur des installations russes en Syrie qui étaient à peu près vides de personnel. Du coup, il rassure un petit peu l'oligarchie du côté atlantiste, enfin du côté américain, l'État profond. Et puis, dans le même temps, quelques jours après, il envoie Rex Tillerson, le secrétaire d'État, discuter avec Poutine.
Sur l'affaire, par exemple, de la Corée du Nord, il a traité Kim Jong-un de Rocketman, ils se sont insultés avec le leader nord-coréen, sauf que maintenant, ces jours-ci, il a dit qu'il était tout à fait disposé à rencontrer Kim Jong-un. Ce qui serait du jamais vu. Il n'y a jamais eu un seul président des États-Unis qui ait jamais rencontré un seul leader nord-coréen. Là, avec, comme le dit la façon un petit peu familière de dire, vous savez, il y a une expression qui n'est pas très relevée, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est avec son air con et sa vue basse. Bon, ben avec son air con et sa vue basse, il arrive, il fait son voyage en Asie, il va rencontrer le Japon, les Japonais, ensuite il va en Chine, et puis après il va aller au Vietnam, et puis au Vietnam, semble-t-il qu'il va se rencontrer dans quelques jours avec Vladimir Poutine en personne et le président Xi Jinping. Il risque d'y avoir sans doute un sommet à trois, un grand sommet mondial, mine de rien, qui va apparaître comme ça. Donc moi, ce que je dirais sur Donald Trump, c'est que je ne pense qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Je pense qu'effectivement, il est un peu fantasque, mais quelqu'un qui est arrivé comme ça à déjouer les pronostics et à s'imposer contre l'État profond américain, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain nombre de tours dans son sac. Force est d'ailleurs de constater que contrairement à ce que l'on nous avait annoncé, ben il est toujours là. Et ça va bientôt faire un an donc qu'il a été élu. Dans quelques mois, ça fera un an qu'il est à la Maison Blanche. Il est là, il n'a pas été destitué comme certains le disaient. Et puis mine de rien, il avance son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il est trop tôt également pour tirer une conclusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement en Arabie Saoudite lorsqu'il est allé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même l'impression que sur la scène du Moyen-Orient, il essaye de contrecarrer le soutien de la communauté du renseignement américain à Daesh ou à des mouvements comme les Frères musulmans. Je vois en tout cas que ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite est très impressionnant puisque Mohammed Ben Salman, le prince héritier qui a 31 ans, celui qui va devenir roi lorsque le roi Salman décédera. Or, il a 81 ans, le roi actuel d'Arabie Saoudite. Donc, MBS, comme il est surnommé, Mohammed Ben Salman, qui est donc le prince héritier, 31 ans. S'il devient roi d'Arabie dans les années qui viennent, il sera peut-être le roi pendant 50 ans, pendant un demi-siècle. On n'a jamais vu un prince héritier aussi jeune dans ce royaume. Et qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Il a pris des décisions. Là, il y a eu une purge en Arabie Saoudite incroyable. Il a fait arrêter une dizaine, 11 princes de la famille royale saoudienne. Il a fait pour des délits de corruption. Alors je dis pas que c'est merveilleux, mais il a un petit peu desserré le carcan wahhabite du régime. Par exemple, en autorisant les femmes pour la première fois, les Saoudiennes peuvent conduire une voiture. Alors ça paraît, nous évidemment, ça paraît médiéval comme système, mais quand même, ce sont et surtout, le prince héritier a dit qu'il allait en finir avec le soutien de l'Arabie Saoudite à une vision extrêmement rétrograde de l'islam, qu'il fallait revenir à un islam beaucoup plus modéré. Quel est le rôle qu'a joué Donald Trump là-dedans? Je ne sais pas, peut-être aucun, mais je serais assez enclin à penser qu'il a pu jouer un rôle là-dedans, de la même façon que, si j'en crois certains analystes, le fiasco de la tentative d'indépendance de la Catalogne, c'est comme si le soutien américain qui avait été prévu pour Carles Puigdemont, puisque Puigdemont a eu des contacts très nombreux aux États-Unis avant la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Il y a eu des liens qui sont désormais quasiment avérés également avec George Soros et son Open Society Foundation. Eh bien, on a l'impression que finalement, au dernier moment, ces soutiens ont fait défaut à Puigdemont. Faut-il y voir la marque ici ou là, avec la Russie, avec l'Arabie, avec l'Espagne, la marque d'une Maison Blanche qui essaye de revenir à des États-Unis comme ceux qu'on aime, c'est-à-dire des États-Unis qui ne sont pas devenus délirants dans la pulvérisation des États-nations, dans la volonté de domination mondiale, dans des jeux plus que troubles, mais même criminels, de développer le trafic de drogue pour financer la CIA, de développer Daesh et ce genre de choses. On a un peu l'impression, peut-être, que Donald Trump essaye de revenir à un peu plus de raison. Maintenant, wait and see, peut-être que je serai démenti par la suite des événements, je n'en sais rien.